L'Alliance des États du Sahel va-t-elle bientôt compter de nouveaux membres? C'est le thème de l'émission du jour. Nous sommes dans la seconde partie. Nos invités aujourd'hui, Mamadou Alioune Diouf, il est journaliste, historien, islamologue et écrivain. Je vous ai parlé de son nouveau livre à paraître bientôt, Baba Diawara Sauté, un homme hors du commun panafricaniste convaincu. Il est au plateau avec Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur, journaliste. Merci de rester avec nous. De même que les téléspectateurs qui nous ont rejoints pour cette seconde partie où nous relayons leur message au plus de 128 96 08 43 43. On va commencer tout de suite avec un long message de Monsieur Issaka depuis Niamey. Le message est un peu long mais intéressant. Je vais aller très vite pour vous le relayer et avoir vos commentaires. Bonjour tout le monde, j'apprécie votre plateau depuis Niamey. Moi en tant que jeune, très jeune, parce que je suis toujours sur les bancs de l'école, j'aimerais répondre par votre canal au délire de la CEDEAO qui vient d'acter le retrait du Mali, parce que la CEDEAO a parlé d'une catastrophe économique et financière que risquent les pays de l'AES. Je ne vais pas parler du Burkina et du Mali parce que la liste risque d'être longue. Il se consacre donc au cas du Niger. Le barrage de Kandadji, situé à 180 km de Niamey, sur le fleuve Niger, est un projet ambitieux qui vise à transformer l'approvisionnement en eau, la production d'électricité, le développement agricole au Niger, avec une capacité de retenue d'environ 1,6 milliard de mètres cubes d'eau et une production d'électricité de 130 MW. Ce barrage permettra d'irriguer jusqu'à 45 000 hectares de terres agricoles. Cela s'ajoute à plusieurs milliers d'hectares d'irrigation déjà en cours de construction dans le pays, ce qui va considérablement renforcer l'agriculture irriguée dans la région. Par exemple, la région de Difa, selon son gouverneur, pourrait à elle seule répondre aux besoins alimentaires du pays. Tout cela démontre la volonté politique de nos dirigeants actuels. Le Niger est bien capable de surmonter les défis. Par conséquent, le Nigeria peut dire adieu à son barrage car il n'aura plus assez d'eau pour le faire tourner. Parlons maintenant de la raffinerie modulaire et du complexe pétrochimique en cours de construction à Dosso. Ce projet ouvre des perspectives énormes pour le Niger. Par exemple, le complexe permettra de produire de bitume essentiel pour construire des routes. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le Niger maîtrise les fers à béton. Il y a une usine déjà finie, 2 autres en cours de construction. Il maîtrise le gravier, le ciment. Donc, le Niger pourra développer rapidement ses infrastructures à moindre coût sans dépendre des devises étrangères ou des prêts de la Banque mondiale ou du FMI. Le complexe pétrochimique permet aussi de fabriquer une large gamme de produits dérivés du pétrole comme des peintures, des vernis, des détergents, des seaux, des chaussures en plastique, des produits pharmaceutiques et bien plus encore. On estime qu'il pourrait y avoir encore 90 et 100 produits dérivés. Ce produit deviendra une véritable base. Ce projet deviendra une véritable base industrielle pour le pays. Par exemple, le coton du Burkina Faso et du Mali pourrait être transformé en tissu à partir du sulfatante qui est un dérivé du pétrole, ce qui encouragera la création d'industries textiles et d'autres secteurs comme la peinture, la teinture et la confection. Cette base industrielle stimulera la fabrication locale du matelas, de mousse et de nombreux autres produits chimiques, tout en générant de nouvelles opportunités d'emploi. En termes économiques, ce projet est révolutionnaire. Jusqu'aujourd'hui, le Niger exporte le pétrole brut. Après que la raffinerie sera finie, désormais, il transformera son pétrole localement, créant une chaîne de valeur complète: exploration, raffinage, production de tout produit, puis transformation en produit fini ou semi-fini. Chaque étape génère des taxes pour l'État parce que ce sont des usines et des entreprises qui vont transformer ces produits dérivés. Donc, comme la valeur ajoutée est créée localement, l'État pourra réduire la pression fiscale sur les citoyens tout en augmentant ses recettes. En résumé, avec ces projets stratégiques, l'AES, en particulier le Niger, s'assure non seulement un développement économique durable, mais aussi une indépendance accrue dans de nombreux secteurs clés. L'AES a tout pour devenir une véritable plateforme industrielle en Afrique de l'Ouest. Dans un futur proche, Mali, capitale de l'AES, Burkina Faso, base militaire de l'AES, Niger, capitale économique de l'AES. Rendez-vous dans 6 ans. Inch'Allah, rester esclave, c'est un choix, mais vouloir empêcher l'autre d'être libre, c'est de la pure sorcellerie. Docteur, Miss Issaka depuis Niamey. Excellence Sogoyou Kegewe. Non, il a déroulé les réalisations en cours du Niger et c'est le même schéma dans les pays de l'AES, aussi bien au Mali qu'au Burkina Faso. Il y a des choses extraordinaires qui se réalisent qu'aucun pays de la CEDEAO ne peut réaliser.
le pétrole. Le Niger n'est pas le seul qui exploite le pétrole. D'autres exploitent ce pétrole. Le Nigeria exploite le pétrole. Mais ces raffineries n'ont jamais tourné à 100% de leur capacité. Quand tu prends la raffinerie de Ouari, c'est à peine 30%. La raffinerie de, comment on appelle ça, au nord à chose. Mais, donc bref, c'est des pays qui ont pris leur indépendance, qui s'organisent avec les moyens qu'ils ont et qui vont de l'avant. J'ai appris. Il semble que la CEDEAO aurait menacé en disant que bon, ils vont perdre des apports financiers de 500 millions ou 500 combien millions. Mais c'est une honte, c'est un scandale. Quand dans un pays comme le Burkina, on a réussi à payer des dettes jusqu'à 4 milliards, il ne faut pas venir nous parler de 500 millions. Ça veut dire que vous n'avez même pas le sens de la mesure. Hein? Et tu ne peux pas m'effrayer avec une misère de 500 millions alors que moi je parle en milliards de dollars. Donc moi je crois que les pays de l'AES, ce n'est pas le paradis, on n'idéalise pas, mais ils sont sur la bonne, l'essentiel c'est d'être sur la bonne voie, ils sont sur la bonne voie et ils ont pris leur indépendance, ils vont l'utiliser. En d'autres temps, ils seraient allés demander l'autorisation pour faire le barrage, d'ailleurs c'est ça qui les avait freinés. On leur a dit laissez l'eau, allez faire l'électricité au Nigeria. Et le Nigeria vous donne l'électricité, à la première alerte, le propriétaire, le vrai propriétaire du Nigeria a passé un coup de fil, on lui a coupé l'électricité. Voilà. Et il aurait dû aller demander autorisation pour faire une raffinerie, autorisation pour faire un barrage, autorisation pour faire l'irrigation, autorisation. Quand un pays arrive à se sortir de cet enchevêtrement d'autorisation, je crois que ce pays doit être acclamé. Mamadou Diouf. Oui, en fait, il pose le vrai problème. On parle tout le temps de souveraineté, mais nos pays ne peuvent pas être souverains quand même pour avoir de l'huile. Pour faire la cuisine, on est obligé de faire venir l'huile de l'étranger. Dans des pays où on peut cultiver du sésame, dans des pays où on peut cultiver de l'arachide, nous ne sommes pas capables de produire de l'huile pour la consommation de nos populations. Et ça fait également que le coût de la vie est cher. Oui. Le riz est là, nous avons de l'espace, nous ne le cultivons pas. Nous n'aidons pas les paysans à pouvoir cultiver également un riz de qualité. Mais quand le riz vient du marché international, le pouvoir est incapable de baisser les prix. Parce qu'il n'a aucune action sur le prix. Mais le Sénégal, entre autres, a voulu résoudre ce problème de riz. Où en êtes-vous avec le projet risicole? Il y a un projet qui est extrêmement avancé au niveau de la SAED, qui a commencé avec le président Macky Sall, parce que moi, quand quelqu'un fait de bien, il faut le reconnaître. Il y a d'énormes aménagements qui ont été faits. Il n'a pas atteint l'objectif à la date prévue, puisque le Sénégal va atteindre l'autosuffisance en production de riz. Mais c'est pourquoi je dis les peuples. Il ne s'agit pas d'atteindre l'autosuffisance en production de riz. Nos économies sont extraverties, mais nos populations également sont extraverties. Si vous produisez du riz et votre population vous dit non, moi je veux manger le riz de la Chine, du Pakistan ou de l'Inde, on est dans un milieu commercial avec l'OMS où ce riz va arriver sur le marché. Je crois que c'est tout ce travail qu'il faut faire pour qu'on ait une véritable souveraineté. Et cette véritable souveraineté, ça passe par l'industrialisation. On ne peut pas parler d'industrialisation sans électricité. On ne peut pas parler d'industrialisation tant que nous allons continuer à prendre nos produits sans valeur en termes de matières premières, à les mettre directement sur le marché international. Et quand ça nous revient en devise, mais les coûts dépassent largement les moyens de nos populations. Mais c'est des choses connues. C'est de la mauvaise volonté politique de ceux qui ont dirigé nos pays jusqu'à aujourd'hui qui est à l'origine de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la France, ce n'est pas seulement le FMI, ce n'est pas seulement la Banque mondiale. C'est la mauvaise volonté, c'est la mauvaise gestion, c'est les détournements. Je me rappelle encore de ce rapport de la BAD quand j'étais très jeune, dirigé à l'époque par Babacar Ndiaye, où il disait que l'argent qui est sorti de l'Afrique pour aller vers les pays européens, déposé surtout dans les comptes qui sont des comptes secrets, dépassait l'argent qui est rentré venant de ces institutions pour venir aider les populations africaines. Nous avons un sérieux problème qu'il faut résoudre. Et ça, il faut que les populations soient debout pour que ces projets aboutissent véritablement. Salut, je vous salue depuis Malanville, au Bénin, à la frontière du Niger. Le Niger qui fait la fierté de l'Afrique. J'ai apprécié la décision du Togo d'adhérer à l'AES, mais doit quitter la CEDEAO. Mais le Togo n'a pas décidé d'adhérer à l'AES. C'est une possibilité que personnellement le ministre des Affaires étrangères n'a pas exclue. Non, le ministre des Affaires étrangères a souligné une possibilité. Il n'a pas dit nous allons dans l'AES et il a dit c'est possible. Et je répète,
que le Togo, depuis le début, a eu une attitude intelligente, une attitude tout à fait compatissante, et il fait ce qu'il peut pour pouvoir apporter le peu qu'il peut aux pays du Sahel. Je laisse de côté les commentateurs, les fabricants d'intentions. S'il a fait ça, c'est que l'intention c'était ça. Je laisse de côté ceux qui trouvent que bon, c'est une trahison qu'on prépare par les États pour les États. Tu t'imagines qu'il y a des gens qui se croient plus intelligents que les 3 présidents du Sahel réunis et qui leur disent faites attention, le Togo c'est pas bon pour vous. Tu t'imagines qu'on pousse l'outrocudence, on pousse la facilité que donne WhatsApp pour aller pérorer de cette façon-là. Donc, le Togo est toujours sur la voie de la mesure, sur la voie de la sagesse. Le Togo se sent solidaire de ces pays depuis le début. Il restera solidaire. Maintenant, s'il sera membre, je crois qu'il y a des conditions pour adhérer à l'AES. Il remplira les conditions et il va adhérer à l'AES. C'est une nécessité. D'ailleurs, aujourd'hui, tout pays sous-régional bien censé doit se joindre à l'AES parce que l'AES fait des miracles aussi bien sur le plan politique, économique que social. Rochelle Onzouala, depuis le Congo, Brazzaville, nous a écrit « Bonjour Niwod ». Bonjour au grand modérateur Gilles, mes salutations à celui qui ne bouge pas. J'ai cité son excellence, l'ambassadeur Sogoyou Kegwe. J'aimerais juste savoir comment se procurer le décodeur Niwod TV à Brazzaville. J'en ai vraiment besoin. Vous allez prendre votre mal en patience, pas encore. Les tractations sont en cours pour avoir des représentations de Niwod dans tous les pays africains. Mais déjà, le Mali est servi. Voilà. Bonjour le plateau, ravi de vous retrouver ce dimanche. Je pense que mon message n'est pas passé la semaine dernière, mais je pense que l'Afrique doit vraiment un merci à Macron. Je censure, ont certainement fini de convaincre les plus sceptiques d'entre nous. Je regrette seulement que mon grand-père soit allé se battre durant la Deuxième Guerre pour que les gens aient la liberté de venir pondre des discours aussi médiocres. Merci à vous qui contribuez grandement à la décolonisation mentale des Africains. Que Dieu continue de guider vos pas. Bon dimanche à vous. Sansan Kambou, fier citoyen de l'AES au Canada. Merci. Oui, il a raison. Kambou. Plus de 80 000 Sahéliens, Maliens, Burkinabés, Nigériens et Sénégalais sont morts pour la France. Plus de 80 000. Ça dépasse 80 000. Voilà. Et les Maliens, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, il y a Kamian qui est un historien que j'ai malheureusement pas eu la chance de rencontrer. Je suis allé, il était décédé quelques jours avant. Il a écrit un énorme ouvrage de plus de 400 pages où il prend la peine même de dénombrer nom par nom ceux qui sont tombés pour la France. Voilà. Et son ouvrage est là. Je taquinais la dernière fois en disant il faut qu'on l'offre à Macron parce qu'il faut qu'on comprenne une chose. Les Français ne connaissent rien du tout de l'histoire de l'Afrique. Puisque dans leur propre pays, il y a une histoire qu'on leur a enseignée qui n'a absolument rien à voir avec la réalité de l'histoire de l'Afrique. Et Macron fait partie de ces jeunes qui pensent que nous, on a dit nos grands-pères les Gaulois et qu'on y croyait. Mais en ce moment, quand vous le voyez nous parler avec cette supériorité, ouais. D'un point de vue psychologique, ça se comprend parfaitement. Il doit prendre ce livre-là, par exemple, et lire pour voir que, encore une fois, ils doivent beaucoup. Ouais. Donc ces milliers, ils ont payé de leur vie, leur soutien à la France. Et moi, je crois qu'ils auraient dû... on est venu les fusiller à Tiaroy. Oui, on aurait dû laisser les Allemands prendre la France. Les nazis allemands auraient pris la France, qu'aujourd'hui, on ne serait pas surpris que la France aille soutenir les nazis en Ukraine. Oui, donc, nazis pour nazis, bon, voilà. Mais comment ce massacre de Tiaroy n'a pas suscité plus d'indignation là-bas au Sénégal? Parce que ce qui s'est passé... ça dépasse l'entendement. C'est le contraire. Ça a toujours suscité une énorme indignation au niveau du Sénégal. Vous avez un avocat qui s'appelle Maître Babacar Niang, qui a passé sa vie à se battre pour cette affaire-là. Toute sa vie. Pas seulement le massacre de Tiaroy, mais il se battait également pour qu'on paye aux anciens combattants. Bon, on dit sénégalais, mais ils ne se battaient pas pour ceux du Sénégal seulement, de l'Afrique de façon générale, mais qu'on leur paye des pensions correctes. Parce que ce qui s'est passé au camp de Tiaroy, qui a amené la révolte, on leur dit, bon, on ne va pas vous faire le change du CFA au cours réel, on va faire le change en coupant 50%. Mais ce que les gens oublient, c'est que leur pension par rapport aux pensions des Français, mais c'est des miettes. C'est des miettes par rapport aux pensions des Français qui sont allés se battre avec eux sur le même terrain.
Sur le même terrain. Et pour beaucoup de Français. Un combat là-dessus. Malheureusement, quand il gagnait le combat, il était déjà au crépuscule de sa vie, mais beaucoup d'anciens combattants qui devaient en profiter, ils sont morts. Ils étaient déjà morts. Parce qu'ils ont accepté de relever la pension finalement, mais au moment où ils on les a laissés mourir pour qu'ils n'aient pas vous avez des pièces de théâtre, vous avez tout un ensemble de choses qui ont été faites, mais n'oubliez pas que le Sénégal a commencé par Senghor. Donc, on n'avait pas le volet officiel. Mais au niveau des populations, ce problème a toujours été soulevé. Vous avez des fils d'anciens combattants qui se sont organisés en association, qui se sont battus, mais l'État sénégalais n'a jamais porté l'affaire. C'est la première fois que l'État porte cette affaire des anciens combattants de Thiaroye. Ils étaient combien ont été fusillés? Mais on n'a pas le nombre. On n'a pas le nombre. On n'a pas le nombre. Quand vous regardez, il y a de très beaux ouvrages actuellement qui sont sortis. On pense minimum entre 300 et 400. Wow. Et ça, c'est documenté. Alors qu'on nous a pendant longtemps fait croire que c'est une cinquantaine. Aujourd'hui, on pense qu'il y a des fosses communes où on a enterré ceux qui ont été tués parce qu'il y a des témoignages. On ne sait pas où se trouvent ces fosses. Et c'est ça le travail que doit faire cette commission d'historiens qui a été mise en place par le pouvoir du Sénégal. Pour qu'on retrouve ces fosses, on va retrouver les ossements, on va pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe dans cette affaire-là véritablement, parce qu'il y a encore des zones d'ombre. Mais une chose est sûre, il y a eu massacre. Hollande a été le premier à le reconnaître. Sarkozy vient de le reconnaître. Bon, si c'était quelques personnes qu'on a tuées, on n'appelle pas ça un massacre. Pas Sarkozy, Macron. Macron plutôt. Mais après avoir reconnu, il parle d'ingratitude des Africains à l'endroit de la France. Oui, Macron, à qui on va bientôt décerner le prix Nobel de politesse. Il était tellement poli. Hein? Il a vanté sa politesse. Voilà. Il était tellement poli, ce garçon-là. Voilà. Bonjour, le plateau. Tous toujours fiers de vous, chers parents. Tout chef d'État qui écoute son peuple ne peut être que sur la bonne voie. Bravo au chef d'État de l'AES. Soyons fiers de l'AES car aujourd'hui, aucun crime ne reste impuni au Sahel. Les pays qui continuent de blaguer avec l'impérialisme continueront aussi par intérêt des pauvres soldats. S'il s'agit de massacrer la population civile pour histoire d'élection, les militaires de la CEDEAO sont vaillants face au terrorisme. Ces mêmes militaires laissent les politiques entretenir des accords insensés qui les envoient par dizaines au cimetière et ils sont là à faire des déclarations au lieu d'être soldats comme Traoré, Goïta et Tiani. Comme le dit bien notre cher papa Sogoyou Kegewe, c'est seulement un nègre avec un cerveau plus noir que sa peau qui pense que mourir lâche, c'est la démocratie. Honte à vous, malheureusement, l'Afrique va encore souffrir plus à cause de ces nègres au cerveau noir. Joachim depuis l'Ohio aux États-Unis. Merci. Votre message a été relayé. Le Burkina Faso, bonjour. Les Baobabs, votre émission nous va droit au cœur. Continuez à montrer aux jeunes africains que le temps de la révolution a sonné, que la foudre élimine tous les ennemis de l'AES. Gloire éternelle à New Worlds, gloire éternelle à l'AES, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Mamadi Ouedraogo depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Ils sont nombreux encore. Le Togo maintenant. Bonjour New World TV, mes salutations à mon papa Sogoyou Kegewe, l'éclaireur de tous les temps. Bonjour au doyen Mamadou Diouf. J'aime beaucoup ces décryptages sur New World autour de 18h. J'aime bien ces explications qui ne cessent de m'édifier, comme celle du dieu africain. J'ai nommé Excellence Sogoyou Kegewe et mes respects à vous Gilles, le doyen des journalistes pour l'émission. Blaise Talang depuis Kara à Teda. C'est ça? À Teda, oui. C'est à l'entrée sud de Kara. Parfait. Donc, non loin d'Awangelo, alors? Oui, tu dépasses Awangelo. En allant de Lomé à Kara, tu dépasses Bafilo, tu viens de passer Awangelo, tu arrives à Teda et puis tu entres dans la ville de Kara. Ah bah, je connais bien donc c'est chez moi. De Kara. Non, je dis moi, je connais bien la géographie. Je ne suis pas un citoyen hors sol de mon village, non. J'ai les pieds à terre.
Bonjour Niwo TV. Bien vrai, on devrait être fiers de ce rapprochement de l'AES. Nous sommes tous africains et nous devons nous unir pour aller loin. J'ai une question à mon frère Sogoyou. Et si ces pays veulent se rapprocher pour déstabiliser l'AES, est-ce que l'AES ne devrait pas être prudent vis-à-vis de ces pays qui traitent toujours avec l'Occident? Moi, j'ai peur. C'est Kazoulé Mazabalo depuis Cotonou au Bénin. Oui, je crois que sa question, elle est fondée, d'autant plus que le colonisateur, depuis que ce problème se pose, on n'a jamais entendu qu'il y ait la moindre démarche diplomatique, une approche diplomatique. Écoutez, on était ensemble, est-ce qu'on ne peut pas voir un peu comment régler nos relations dans le futur? Non, toujours non, on envoie des terroristes, on envoie des tueurs, on va assassiner tel président. Bon, tant qu'ils sont dans cette logique, effectivement, si quelqu'un est encore en train de dîner avec eux, avec le diable, et il veut venir dîner avec nos anges, ça pose problème. Il faudrait vraiment que les gens montrent leur détermination de quitter le banquet avec le diable avant de venir traiter avec les gens de l'AES. Parce que le diable n'a jamais renoncé à la violence. Maintenant, les rumeurs, c'est des rumeurs, on n'en fait pas une histoire. On dit, bon, on a mobilisé tous les terroristes de Boko Haram qui, pendant les fêtes de la période du jeûne dans les pays du Sahel, vont venir tuer les gens, faire des attentats. Je dis, mais quand même, les gens de Boko Haram, moi, je croyais que c'est des musulmans. Comment ils peuvent faire ça à leurs frères musulmans juste pour soutenir quelqu'un qui n'est pas assez rassasié d'avoir bu le sang des Noirs depuis plus de 400 ans? Ben, si j'avais beaucoup de temps, j'aurais demandé à l'islamologue comment on en arrive à ce que les musulmans tuent des musulmans au nom de l'islam. En fait, si c'est vrai, ça veut dire que l'islam est un monstre, parce que c'est un monstre d'habitude qui mange ses enfants. Mais bon, tu sais, c'est très facile de regarder cette affaire et de le calquer sur la religion. C'est extrêmement facile. Mais les études sont là, des enquêtes prouvées, ou quand vous prenez les prisonniers, quand on les rencontre, quand vous discutez avec eux, parce que ça se fait. On part trouver les prisonniers, on part trouver les repentis pour essayer de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Mais quand vous les testez du point de vue de la religion, vous êtes déçus. Et ça, on l'a fait avec les Chebab, on l'a fait avec Boko Haram, ça a été fait également avec ceux qui sont au Burkina, ceux qui sont au Mali. Le niveau de connaissance de la religion, c'est presque du préscolaire. Donc ceux-là ne peuvent pas parler au nom de la religion. Au fait, si ces gens connaissaient l'islam, ils ne feraient pas ça. Oui, c'est pourquoi je le précise, parce que c'est quelque chose de très concret. Voilà. Maintenant, il y a plein d'autres éléments qui rentrent en ligne dans cette affaire. La religion est devenue un alibi pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Bonjour Niwo TV, recevez mes salutations respectueuses à vous, Monsieur Gilles Mawena Boko, mais c'est bien mon nom, à son excellence l'infatigable Sogoyou Kokou Kegewe. Il a fini de me vendre. Monsieur Mamadou. Non, il a raison, c'est mon nom. C'est mon nom, mon ami, tu as raison. L'ensemble de l'équipe Niwo TV, je suis le sniffer hebdomadaire de New World Forum, l'émission qui pour moi est une dose essentielle pour pouvoir tenir la semaine. Merci beaucoup pour l'éveil des consciences africaines. C'est Mohamed, étudiant nigérien à l'université de Tientsin en Algérie. Richard Tagba, oui, pas de forum. Sans Richard, il est là. Bonjour les panélistes. Richard Assinam Tagba depuis Karalamafei. Bon retour à Mamadou Diouf. Je voudrais dire que les États fondateurs de l'AES ne devraient accepter en leur sein que les membres ou les dirigeants qui dégagent en eux un panafricanisme avéré et non ceux qui, ne sachant à quel sein se vouer, sont obligés d'y entrer. Que cette nouvelle organisation issue des mépris de la France soit un nouveau départ de notre Afrique pour son vrai développement politique, économique et social. Occasionnellement, je voudrais savoir avec vous s'il devait y avoir des conditionnalités pour adhérer à l'AES. Que pourrait-elle être? Je salue au passage le grand frère Luc Abaki. Il me semble que Mamadou Diouf a parlé de ces conditionnalités, notamment l'article 11 de la charte du livre Tako Gourmand.
Guinée-Conakry, l'ancien Traoré, bonjour Forum, bonjour les icônes du plateau, messieurs, le Baobab Sogoyou, mon voisin Ladi Diouf et mon modérateur préféré Gilles. Nous avons toujours été les pro-AES et panafricains avérés. Il n'est pas surprenant pour moi qu'il ait des pays membres de l'AES car c'était prévisible pour tout Africain. Conscience, encore respect à Monsogoyou, il avait prédit cela encore. Donc nous voulons avoir des panafricains engagés pour la cause et l'intérêt africain comme Ousmane Sonko du Sénégal, Ibrahim Traoré du Burkina et un certain Constantin Moutamba de la RDC et tant d'autres que je n'ai pas cités. Respect au président Faure Gnassingbé pour ses souplesses et ses engagements positifs envers ses frères africains isolés et privés de leur droit de défendre leur patrie épris de paix. Bon dimanche à vous, l'ancien Traoré. Oui, il parle de Moutamba, du ministre congolais de la justice qui est en train de mettre de l'ordre dans les Koulouna. Je vais lui dire qu'on a recruté d'autres Koulouna qui sont ici. Après le Congo, il n'a qu'à venir ici les nettoyer. Voilà. Mais, en fait, moi j'ai aimé surtout, quand on écoute les gens parler, les gens ont compris que cette querelle au niveau de cet espace Afrique de l'Ouest ne servira à personne. Et c'est ce que je retiens le plus dans ces discours. Le discours va-t-en-guerre ne nous amènera nulle part. J'allais dire, même si le français me le permet, qu'on tienne un discours va-t-en-paix. Parce qu'on a besoin de cette stabilité pour s'occuper du développement. Gloire à l'Éternel pour le souffle de vie et qui nous a permis de suivre encore la messe du dimanche. Longue vie à New World TV et à vous Gilles, au papa Mamadou Diouf et au formidable papa Sogoyou. Je vous souhaite une santé de fer, paix et bonheur sur toute l'Afrique et dans toutes les familles africaines. Bonne émission à vous. Pouvez passer Bakoulou de Niamey au Niger. Un message un peu long aussi, il est de CC Komi, un message du Ghana. On n'a pas l'habitude de recevoir des messages du Ghana, je vous le relaye donc. Bonjour à vous et beaucoup de courage surtout pour cette position qui n'est toujours pas facile des fois. Le supporter pour l'AES, c'est une nécessité pour ces pays mentionnés car qui n'aiment pas une bonne chose. Il est temps que les Africains agissent en synergie pour une Afrique retrouvée et souveraine grâce à cette révolution de l'AES, que le Burkina arrive à effacer sa dette, saisit 4 agents français que la France paye 60 millions d'euros. Mali saisit des tonnes d'or évaluées à combien ça fait 200, plus de 245 millions d'euros. Hein. Voilà. Bon, les chiffres à vérifier. Niger nationalise son extraction d'uranium. Autre chose, Donald Trump refuse d'inviter certains leaders européens ainsi que le comédien Zelensky. Par conséquent, un nouveau monde équitable d'égal à égal se dessine, obligeant tout le monde soit dans la même direction du vent qui souffle. C'est commis du Ghana. Merci pour votre message. Ma question s'adresse à M. Kegewe. Je voudrais savoir si Sylvanus Olympio a signé les accords coloniaux pour que la France accorde l'indépendance au Togo, signé Paulin Amega. La question c'est si Sylvanus Olympio a lui aussi signé les accords coloniaux. Malheureusement, je n'ai pas accès aux archives. Qu'il les ait signés ou non, l'essentiel, nous voyons que c'est quelqu'un qui rejette ce principe, cette idée-là. C'est pourquoi il a payé la dette du Togo vis-à-vis de la France pour pouvoir se donner une marge de manœuvre et frapper sa propre monnaie avec l'aide de l'Allemagne. Donc je suis sûr que s'il avait signé les 14 conneries coloniales, je suis sûr qu'il n'aurait pas pris l'initiative de faire sa monnaie et il ne serait certainement pas mort dans les conditions où il est mort. Donc, on n'a pas les archives. Ce que je dis, c'est une spéculation. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui sont très bien informés là-dessus et qui, une fois, éclaireront nos lampions sur la question qui nous intéresse. Elle est fondamentale pour nous tous, les Togolais. Je vais proposer à l'historien du plateau, Mamadou Diouf, ce sujet pour un livre la prochaine fois. En fait, il faut d'abord qu'on publie ces accords. Parce qu'en fait, l'historien travaille sur des faits, l'historien travaille sur du réel. Il faut que dans nos pays,
que ce travail-là également soit fait. De la même façon qu'on réclame une réécriture de l'histoire de l'Afrique différente de ce que le colonisateur a écrit pour se mettre au niveau du bon côté, il faut qu'on ait le courage d'assumer l'histoire de nos pays. Si les gens ont signé des accords coloniaux, mais qu'on les publie et qu'on travaille là-dessus pour pouvoir tirer des leçons. Mais on en parle, c'est caché, qui va voir, qui ne va pas voir, qu'on publie ces documents. Les gens, pas seulement les historiens, parce que quand on veut préparer une opinion, on a besoin d'une pluridisciplinarité pour qu'on éveille suffisamment nos populations, parce que moi je crois véritablement à un peuple éveillé. Quand un peuple est éveillé, la manipulation est terminée. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Il y a quelque chose dont nous ne parlons pas, dont personne ne parle au Togo d'ailleurs. Les historiens comme les autres, personne ne parle. Mais il faut quand même qu'on dise à notre jeunesse que le Togo n'a jamais, je dis bien jamais, été une colonie française. Ouais. Le Togo n'a jamais été une colonie française. Le Togo était une colonie allemande. Ceux qui veulent comprendre comment on est passé des Allemands aux Français, ils n'ont qu'à aller à Wahala, Accra, voir le cimetière des soldats allemands et leur soutien togolais, africain, comment ils ont été pris en sandwich par les Anglais venant de l'Ouest et les Français venant de l'Est. Ils ont été battus et comment on leur a arraché le Togo. Le Togo, ce n'est pas le petit sandwich qu'on voit aujourd'hui ou la petite saucisse qu'on voit aujourd'hui. Le Togo allait jusqu'au fleuve Volta. Ça, c'est une autre histoire. Donc, nous n'avons jamais été une colonie française et la France n'avait pas à nous punir de lui payer je ne sais quelle dépense coloniale que la France a faite pour nous. Nous avons bu ça et je me demande pourquoi au moment où la France faisait assassiner Olympio, pourquoi l'Allemagne n'a rien dit. L'Allemagne et les États-Unis d'ailleurs. Non, les États-Unis étaient complices de la France. Tout le monde sait comment ça s'est passé. Quand Olympio a quitté sa résidence, il s'est réfugié où? À l'ambassade des États-Unis. Et c'est de là qu'un appel a été envoyé pour dire il est chez moi ici. C'est pas la peine de le chercher loin. Ça, c'est des trahisons. C'est extrêmement grave. On n'en parle pas. Parce que tout le monde a peur de ceci ou de cela. Mais le Togo n'a jamais été une colonie française. Et il faut que les Togolais, surtout les jeunes, grandissent avec cet esprit que nous ne sommes pas une colonie française. Voilà. Bonjour. Excellent, ça c'est dans les textes. Hein. Il y a le professeur Gaïbor qui a écrit un ouvrage monumental sur l'histoire du Togo où il retrace clairement ces éléments. Voilà. Les professeurs d'histoire savent également qu'on dit aux enfants de façon extrêmement claire que suite à l'échec de l'Allemagne, le Togo a été mis sous mandat français. Voilà. Ce qui n'a rien à voir avec une conquête coloniale comme cela s'est passé dans un certain nombre de pays. Mais bon, c'est que souvent les gens préfèrent les raccourcis parce que après le mandat français, on sent plus la France que l'Allemagne, bien que les vestiges de l'Allemagne soient encore là. Bonjour Niwod, bonjour aux panélistes, c'est Maman de Puniamé. Je pense que c'est le modèle de gouvernance des militaires de l'AES qui attire. Il faut le dire, le Niger, le Mali et le Burkina ont pu résister aux assauts des services secrets étrangers à cause de la qualité des forces de défense et de sécurité de chaque pays. La corruption a touché plus les civils que les militaires sahéliens. Si les FDS des pays sahéliens étaient corrompus comme les civils du Niger, du Mali et du Burkina, aucun pays ne restera debout pendant 10-15 ans de guerre. On assistera à la situation de la Syrie où le pays est tombé en 15 jours. Les FDS vont s'effondrer. Les terroristes et les politiciens corrompus vont semer le chaos général. L'Occident viendra avec le parchemin de la conduite à suivre au Sahel. Les ressources naturelles vont disparaître derrière les rideaux. Et avec ce qui se passe dans l'espace AES, les autres pays africains ont compris que les rapports internationaux se règlent par la violence. Il n'y a pas un tribunal où il y a un dieu de la démocratie qui va régler les problèmes. Il n'y a aucune démarche internationale qui règle des problèmes. Soit tu es faible, on te casse le cou, soit tu es fort, on négocie avec toi. C'est ce que les futurs pays de l'AES ont compris. C'est ce que les futurs les pays de l'AES ont compris. Vive l'Union, vive l'AES. Bon dimanche à tous. Le message est passé et compris. Ouais. Bon, Mbote Gilles et
toute l'Afrique de New World TV. Mes respects à papa l'ambassadeur et tonton Diouf. Rejoindre l'AES ou soutenir le panafricanisme devient une tendance forte pour gagner la confiance de la jeunesse africaine. L'élargissement de l'AES représente un pas vers la souveraineté. Que les nouveaux membres soient des régimes en place ou issus des coups d'État, ils doivent porter l'esprit d'émancipation endogène, rejeter les accords coloniaux et renvoyer les instructeurs militaires jugés plus nuisibles que les bases elles-mêmes. Papa ambassadeur, pourriez-vous nous éclairer sur la métaphore de l'éléphant et la corde en lien avec l'évolution de l'Afrique, de l'esclavage, du colonialisme et du néocolonialisme à l'émergence actuelle? L'éléphant et la corde. Oui. Peut-être Div connaît la métaphore. Je ne la connais malheureusement pas. La métaphore de l'éléphant et de la corde. Moi non plus. Je ne la connais pas. Il faut qu'on aille. Il aurait dû nous éclairer un peu. Bonjour Gilles et excellent débat à mon papa Sogoyou et à Mamadou Diouf. L'avenir de l'Afrique noire se trouve dans l'AES. C'est tout à fait normal que ces trois pays soient rapprochés de cette alliance. L'AES doit être une puissance qui tiendra une arme nucléaire pour protéger notre continent. Alors, tous les Noirs ont intérêt à soutenir les trois pays, qu'ils soient dans d'autres continents, car c'est l'existence de la race noire qui est en cause. Je suis d'Angouroubé Passalé Sylvestre à Amdjaras, au Tchad. Amdjaras, oui. Bonjour le plateau, je vous jure que même ici au Burundi, c'est un pays de l'Afrique de l'Est, nous voulons être membres de l'AES. C'est Ndaïkeza à Bujumbura. Bonne journée. Il suffit de développer l'idéologie AES et vous êtes l'esprit et vous êtes AES. La souveraineté de l'Afrique actuellement, il ne faut plus la négocier. On ne négocie plus notre souveraineté. Il faut plus la négocier. Bonjour à vous, Gilles, et à vos invités. J'espère que mon message aura l'honneur d'être lu aujourd'hui. C'est le cas par rapport au thème du jour. Je pense que c'est une très bonne chose, cette volonté d'élargissement de l'AES. Mais pour ma part, l'AES doit davantage se consolider. Avant d'ouvrir la porte pour en être membre, il faut aspirer à la souveraineté et l'indépendance réelle en dénonçant les accords coloniaux, notamment ceux militaires, et quitter la CEDEAO. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso forment le mariage parfait parce qu'ils font face aux mêmes défis sécuritaires, économiques et de développement. Donc, le risque serait de faire du nouveau avec du vieux, car comment travailler avec ces prédateurs de la CEDEAO? Tarbado Sidi Ahmed depuis le Burkina Faso, l'AES aujourd'hui, les États-Unis d'Afrique demain. Ils sont encore très nombreux. J'ai une dizaine de minutes, beaucoup moins, puisque je dois accorder 2 minutes à chacun pour conclure. Bonjour, mon frère Gilles, je salue mon papa et Diouf. Pour l'AES, la majorité des citoyens sont d'accord avec la décision des autorités. Sont sans formalité. Bonne journée et bon dimanche. Madame Koulibaly Assitane Fofana, une malienne depuis Luxembourg. Ouais. Merci. Le Burkina. Bon dimanche à vous. Le sujet du jour est pertinent. J'aurais aimé que ce soit la paire Luc Abaki et notre bien-aimé l'ambassadeur. Excellent de journée. C'est Zerbo de Bobo Diolasso au Burkina Faso. Bonjour le plateau. C'est Raphaël depuis Atiégou au Togo. Je rappelle à monsieur Kegewe qu'aucun Togolais ne veut que le Togo rentre dans l'AES. La démocratie française est mieux que l'alliance des militaires, des dirigeants qui pensent à la place des peuples veulent s'éterniser au pouvoir comme les dirigeants de l'AES. Ça c'est très bien ça. Lui il parle au nom de tous les Togolais. Donc il ne fait pas mieux que ceux qu'il dénonce. Finalement, aucun Togolais ne veut rentrer dans l'AES. Comment il est arrivé à cette conclusion? Qui lui donne le droit de parler au nom de tous ces Togolais? Tu vois la tentation de monopoliser disons la parole, de parler au nom des autres. C'est pas seulement une question des militaires. Il faudra un référendum pour trancher. C'est ce que j'avais dit, qu'on donne la parole au peuple. Mais moi, j'ai parlé du référendum. Tout le monde parle au nom du peuple, qu'on donne la parole au peuple. J'ai parlé d'un référendum ici, tu te rappelles, pour sortir de ce méli-mélo, AES, CEDEAO, machin. J'ai dit qu'il faut faire un référendum. Bon, les messages que nous recevons ici quand même peuvent constituer un petit sondage de toutes les façons. Puisque... Non, si tu fais ça, on va te dire que tu as fait des sondages orientés. Laisse les gens s'exprimer.
Bonjour Niwod, merci à vous pour l'éveil des consciences et pour dire un merci spécial à Mamadou Diouf pour son raisonnement à l'égard du Togo, spécialement pour ce raisonnement. Je vous ai aimé aujourd'hui. Christine depuis Kara, en tout, et pour Mamadou, vos raisonnements sont super bien. Merci à vous pour tout. Mamadou Diouf, une Christine de Pukara est en admiration de vous. On la salue à partir de Lomé. C'est bon, ce qui est bon est bon. Donc, ce qui est bon est bon. Voilà. Bonjour New World Forum, bonjour Mamadou Diouf, bonjour l'ambassadeur aujourd'hui. Votre débat a été vraiment très pertinent. Je vais remercier une fois encore plus mon idole Mamadou Diouf. Excellente journée, bon après-midi et bonsoir chez vous. Bonjour, New World Forum, vous êtes joli sur le plateau, bon dimanche, vraiment. Le Togo joue un rôle très important dans la sous-région. Il est respecté, mais le seul problème est quand le ministre des Affaires étrangères dit de demander à la population, il donne la liberté au peuple, au moins alternance, qu'il confisque le pouvoir. Moussa depuis Niamey, Niger, dit le général. Diouf a tout dit sur le Togo, j'en suis fier. Je suis fier de ces pensées qui peut remplir des pages. Message du Niger. Bonjour Niwod, bonjour à Dadja Sogoyous et Bouraïma Koulibaly. Depuis Kati, personnellement, je comptais sur le Sénégal avec Ousmane Sonko comme Premier ministre, mais hélas, maintenant c'est sûr que le Ghana et le Togo et le Tchad vont nous rejoindre parce que tant qu'on est unis, on est plus fort. Mais quoi qu'il arrive, l'histoire est déjà en marche. Il n'y a plus de retour possible. Merci infiniment à vous pour le travail laborieux que vous abattez au quotidien pour l'épanouissement de l'Afrique. Le Burkina, non, le Niger 227. Bonjour Gilles. Coucou gentil aux panélistes. Salut spécial à mon respecté aîné Mamadou Diouf avec ses analyses que j'ingurgite sans la moindre modération. Pour le thème d'aujourd'hui, Gilles, mes questions 1. Au regard de l'engouement que suscite l'AES aujourd'hui, peut-on en déduire que la charte du Liptako gourmand constituera l'embryon d'où partiront les États-Unis d'Afrique? 2. Gilles, sans être prophète des mauvais augures, mais est-ce que quelque part aussi trop de ralliements ne risque pas d'influencer, voire même de détourner l'AES de ses nobles objectifs? Ali Adamou depuis Ngigmi au Niger. Mamadou Diouf. Ouais, il pose des questions importantes. Moi, je vais juste comparer avec l'Union européenne. Il serait bon qu'il y ait une consolidation, un enracinement avant une certaine ouverture. Parce que la charte est extrêmement claire. Les décisions se prennent à l'unanimité. Il suffit que quelqu'un soit dedans et qu'il ne soit pas d'accord, la prise de décision deviendra un problème comme ça se voit aujourd'hui au niveau de l'Union européenne. Donc je crois que l'AES s'ouvre, que d'autres pays puissent rentrer au niveau de l'AES. Il faudrait que les conditions soient réunies pour que l'Afrique ne fasse pas encore un recommencement. On a suffisamment recommencé. On est parti actuellement sur une base pour avoir une souveraineté. Il ne faut plus jamais que la discussion sur la souveraineté soit déposée sur la table sur le continent africain. On avance. Celui qui n'est pas d'accord avec notre souveraineté, il n'a qu'à prendre sa souveraineté librement et faire ce qu'il veut et nous laisser partir. On est fatigué de recommencer dans ce continent-là. Non, moi je crois effectivement il a donné l'exemple de l'Union européenne qui est un très très bon exemple parce que les décisions sont prises à l'unanimité et depuis que le Viktor Orban de la Hongrie s'est mis en porte-à-faux contre l'Union européenne, maintenant Fico de la République slovaque. Bon, l'Italie, donc il y a quelque chose qui est bloqué, tout est bloqué. Heureusement, dans le cas de l'Union européenne, les 2 ou 3 bloqueurs sont ceux qui ont raison. C'est-à-dire que c'est les seuls qui n'ont pas encore perdu la tête. C'est les seuls qui estiment qu'on ne peut pas dépenser tout l'argent de l'Europe pour soutenir des factions nazies en Ukraine et les soutenir à perte. On sait qu'ils ne gagneront absolument rien. Mais
dans le cas où c'était eux qui avaient tort, tu t'imagines comment 2 ou 3 auraient bloqué ce que souhaitent les 27. S'il y a aujourd'hui des élections sérieuses en Europe, mais tous, ils vont faire ce que Orban, Fico et Meloni font. Et regarde ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne. La dame là, comment elle s'appelle? J'oublie son nom. Il semble qu'elle est Sarah. Elle a le vent en poupe. Sarah Wagenknecht. Oui, elle a elle a le vent en poupe. Et hier, son mari, je crois que c'est Oscar Lafontaine, a cassé les papeaux en disant à l'Allemagne de se ressaisir parce que vous ne pouvez pas vous laisser. On vous prive de votre gaz qui assurait votre développement industriel juste pour les beaux yeux d'une puissance extérieure. Donc, c'est les mêmes schémas qu'ils ont là-bas et ici, on doit faire attention. Mais, vu les souffrances que nous a infligé le colonialisme, ça m'étonnerait que quelqu'un aille dans l'AES juste pour servir de blocage contre une lutte, un engagement sérieux et sincère contre le néocolonialisme. Salut Gilles, salut le plateau. Pour le sujet du jour, ce sont nos gouvernants qui hésitent encore, sinon sans avoir fait un sondage. Je peux affirmer que plus de 90% de nos peuples noirs d'Afrique sont pro-AES. Les 3 pays ont réussi la souveraineté, l'aspiration profonde des peuples noirs. Comme quoi c'est l'échec qui est orphelin. Sinon, le succès a beaucoup de parents. Bonne émission. C'est Maglibé Machatom qui nous écrit depuis, j'ose croire, les pieds du mont Barba-Bassa. La métaphore de l'éléphant et de la corde est une illustration puissante, souvent utilisée pour aborder des concepts liés à la psychologie, au leadership ou à la gestion des limites et des croyances limitantes. Voici l'explication. On nous a donné l'explication, mais nous n'aurons pas le temps de la partager. Ouais. Il est 13h, bientôt 57. On va conclure cette émission et peut-être revenir sur la métaphore un autre jour. Merci infiniment aux téléspectateurs qui nous permettent donc d'en savoir un peu plus sur cette métaphore de l'éléphant. C'est Isaac depuis Niamey qui nous a éclairé notre lanterne. Mamadou Diouf, 1 minute. Conclusion. Juste la diplomatie du bon voisinage, à mon avis, ça s'impose. Il faudrait qu'on écarte tout conflit entre les peuples africains. Heureusement, ils n'y pensent pas. Mais il faut qu'on l'écarte également entre les États africains. La priorité est ailleurs. C'est la guerre contre la pauvreté. C'est la guerre contre le sous-développement, etc. Merci. Amadou Alioune Diouf, son Excellence. Oui, vous avez ici parlé des pays comme le Bénin, le Togo, le Ghana. On a peut-être oublié le Tchad aussi. Sans oublier le Tchad, qui seraient des pays plus ou moins intéressés par l'adhésion à l'AES. Je crois que ce serait un bon exemple parce qu'on n'a pas nécessairement besoin d'un coup d'État avant de faire comme l'AES. Donc ces pays peuvent gérer comme l'AES gère son pays et il n'y aurait pas de problème. J'ai été affligé il y a 2 ou 3 jours d'apprendre qu'il y a tentative de coup d'État au Bénin. Je ne sais pas pourquoi les gens souhaitent forcément des coups d'État dans un pays en attendant un changement. Le président du pays peut changer dans l'intérêt de la population s'il veut, mais ce n'est pas la peine d'aller souhaiter un coup d'État à quelqu'un. Ça, je crois que le reste, les Africains sont obligés de s'entendre et cesser d'être le réceptacle des violences extérieures. Il a parlé de l'entente entre les pays, c'est nécessaire. Si aujourd'hui quelqu'un doit envoyer une armée dans un autre pays, c'est les Africains qui doivent envoyer les militaires en France pour soutenir la France, parce que pour apprendre aux officiers français comment ils ont fait pour battre les nazis. Maintenant, les Français viennent ici, ils nous apprennent, ils ont battu qui en Afrique? Ils n'ont battu personne en Afrique. Merci. Donc, bonne arrivée à ces pays dans l'AES si vraiment ils veulent y aller. Merci, Excellence Sogoyou Kege. Nous arrivons à la fin de notre forum. Et ainsi, merci infiniment aux téléspectateurs pour leur contribution. Akles Opinion, réalisation, diffusion Tatagan Hervé. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.